Il est l'heure, oui, oui, oui. Il est 12h55. Voici donc le parcours de la 111e édition du Tour de France. Le Tour de France empruntera l'un des ponts les plus célèbres au monde, l'un des plus beaux, le Ponte Vecchio, puis se dirigera vers la place Bartali. Gino Bartali, immense champion, vainqueur du Tour de France, le seul à 10 ans d'intervalle avant et après la guerre, en 38 et en 48, mais qui était sans doute un homme plus grand encore, puisqu'il est juste parmi les nations et qu'il a caché une famille juive dans un appartement qu'il possédait après avoir œuvré comme passeur. Les coureurs du Tour de France s'élanceront donc pour une étape de 206 km qui passera aussi par les routes d'entraînement d'un autre champion transalpin, Gastone Nencini. La première étape sera musclée avec plusieurs côtes ou cols à franchir. Jamais une entame du Tour n'aura affiché un tel dénivelé, 3600 mètres, soit plus encore qu'au Pays Basque l'été dernier. Nous n'avons pourtant pas, avec Thierry Gouvenou, la volonté du Tour Plus. Simplement, nous passons par les Apennins et puis le dorsal de l'Italie et par la réplique de Saint-Marin. Ne cherchez pas du plat par ici, il n'y en a pas. Nous rejoindrons ensuite Rimini, la plus grande station balnéaire d'Italie, au port de l'Adriatique. Rimini et Cesenatico, les deux communes entre ombre et lumière de sa naissance à son envol, nous rappellerons immanquablement Marco Pantani. Un musée lui est d'ailleurs dédié dans sa ville natale. Nous débuterons notre grande traversée de l'Émilie-Romagne pour nous rapprocher de la France. Nous passerons par Imola et son célèbre circuit automobile, et par la route des championnats du monde de cyclisme 2020 aussi, où fut sacré Julien Alaphilippe. Les puncheurs, justement, seront sur leur terrain, puisqu'il faudra gravir à 2 reprises la très raide côte du sanctuaire de San Luca, avant l'arrivée à Bologne. Bologne, la savante grande ville universitaire depuis le XIe siècle. Pour la 3e étape, nous nous élancerons de Plaisance, la ville du créateur de mode Giorgio Armani, le footballeur Filippo Inzaghi, le très grand buteur, le fameux Inzagol. Nous quitterons l'Émilie-Romagne pour le Piémont. Ce sera la plus longue étape du Tour de France avec 229 km. Le peloton traversera Tortone, où Fausto Coppi rendit son dernier souffle, puis dans un tout autre registre, Alba, dont la truffe blanche comble le palais. Nous devrions connaître le premier sprint massif dans la capitale du Piémont, à Turin, où brillèrent Michel Platini, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, sous les couleurs de la Juventus. Un peu plus au sud, nous repartirons de Pinerolo, où le Tour avait fait étape une première fois en 2011, et où vibre encore le souvenir du Campionissimo, vainqueur là-bas d'une étape de légende du Tour d'Italie. Nous nous élèverons très progressivement en 40 km jusqu'à Sestrières. Coppi, justement, encore lui, s'était imposé en 1952. Nous enchaînerons par le col de Montgenèvre pour rentrer en France. Ce sera ensuite la longue montée vers le Lautaret avant que la pente ne se raidisse dans les derniers kilomètres qui mènent au col du Galibier. Nous plongerons enfin vers Valois et la Savoie. 2642 mètres d'altitude au Galibier dès le 4e jour. Jamais le Tour ne sera monté aussitôt, aussi haut. Dans la station du double champion du monde de slalom, Jean-Baptiste Grange, c'est un géant, Élie Merckx, qui s'était imposé en 1972. Merckx, co-recordman des victoires sur le Tour de France et sur le Giro. Nous retrouverons Saint-Jean-de-Maurienne que nous aimons 5 ans après une journée de larmes, de joie ou de tristesse, c'est selon, pour Egan Bernal et pour Thibaut Pinot, dans cette étape du Tour 2019 qui n'alla pas jusqu'à son terme, interrompue sur la route de Tignes pour des raisons climatiques, ce qui n'était encore jamais arrivé. Toute l'équipe d'organisation pensera aussi très fort à Olivier Chabet, notre photographe passionné si dévoué, dont le cœur cessa de battre ce jour-là, tout près du village d'État. De Saint-Jean-de-Maurienne, nous quitterons la Savoie et provisoirement les Alpes que nous retrouverons, mais un peu plus tard. Direction la plaine de l'Ain dans le département du même nom. Les sprinteurs, qui n'auront eu qu'une seule véritable occasion depuis le départ de Florence, ne voudront pas laisser filer la victoire dans une commune qui abrite le siège de la Fédération internationale de boules, Saint-Vulbas, qui fut aussi ville-étape du Critérium du Dauphiné il y a quelques années. Nous repartirons de Mâcon, cité de Lamartine, sur les rives de la Saône. Nous serons au milieu des vignes pendant les 80 premiers kilomètres. Ce sera une étape toute plate sur les routes de Saône-et-Loire puis de la Côte d'Or.
Nous traverserons des villages aux noms évocateurs, en tout cas pour les suiveurs: Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault. Les sprinteurs auront une deuxième occasion consécutive de briller à l'issue de cette étape qui se conclut par une très belle ligne droite finale très large à Dijon. Dijon, inscrite au parcours du Tour dès 1906, mais où nous n'avions plus fait étape depuis 1997. Deux coureurs s'étaient présentés détachés pour la victoire cette année-là, le néerlandais Bart Voskamp et l'allemand Jens Ebner. Ils la voulaient cette étape, ils la voulaient. Ils la voulaient tellement qu'ils furent l'un et l'autre disqualifiés pour sprint irrégulier et que le succès revint finalement à l'Italien Mario Traversoni. Eh oui, le plus rapide du premier groupe de poursuivants. Ce sera le premier des 3 jours que nous passerons en Côte d'Or, avec dès le lendemain un rendez-vous pour les favoris, un contre-la-montre qui partira de Nuit-Saint-Georges, où les spécialistes devraient pouvoir exprimer tout leur potentiel. Le tracé comporte une seule difficulté à mi-parcours, une côte d'1,5 km à 6%. Nous serons sur la route des Grands Crus, au milieu des parcelles de vignes, les climats de Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Gevrey-Chambertin, les coureurs auront parcouru exactement 25 km 300. Ce parcours d'excellence sportive et gustative en Bourgogne a été choisi pour la randonnée des ambassadeurs de mécénat chirurgique cardiaque. L'association permet à des enfants originaires de pays défavorisés et atteints de malformations d'être accueillis et opérés en France. 358 enfants ont ainsi été sauvés depuis le début de notre partenariat. Le peloton s'élancera le lendemain de la cité médiévale de Semur en Auxois, qui avait accueilli le Tour en 2007 et les championnats de France l'année suivante. Si le début de l'étape sera cabossé avec plusieurs côtes, la journée devrait pourtant sourire à un sprinter. Le final sera en tout cas favorable aux hommes les plus rapides sur les routes plates de la Haute-Marne. Les derniers hectomètres seront quant à eux en faux plat montant jusqu'à la ligne d'arrivée tracée à Colombey-les-Deux-Églises, la petite commune à jamais marquée par la personnalité du général de Gaulle. Comme un phare à l'horizon, la croix de Lorraine, érigée selon le vœu du général, et on l'apercevra encore le lendemain de la route du Tour, qui effectuera une grande boucle autour de Troyes, dont le cœur historique, le bouchon de Champagne, est si pittoresque. Nous pourrons admirer en début d'étape les lacs du parc naturel régional de la Forêt d'Orient, mais la principale caractéristique du jour viendra des chemins blancs. 14 secteurs, dont 2 étaient il y a 15 mois au parcours du Tour de France Femmes avec Zwift, qui aura donc joué un rôle précurseur. Il y aura au total 32 km entre vignes et champs et des secteurs très rapprochés les uns des autres dans le final de cette 9e étape tracée intégralement dans le département de l'Aube. Ils seront parfois précédés ou suivis de côtes pour un dénivelé total de 2000 mètres. Lors de la dernière arrivée du Tour à Troyes, la victoire d'étape s'était jouée au sprint. C'est le surpuissant champion allemand Marcel Kittel qui s'était imposé. Il avait gagné 5 étapes cette année-là, en 2017, son meilleur millésime. Nous aurons ensuite tout loisir d'admirer la cathédrale Sainte-Croix, l'une des plus vastes cathédrales gothiques de France. Orléans nous accueillera pour la première journée de repos et pour le départ de la 10e étape, près d'un quart de siècle après notre dernière visite dans la préfecture du Loiret. Ce sera tout plat, toute la journée, et bien abrité dans un premier temps sur les routes de Sologne, avant un final qui lui sera au contraire potentiellement exposé au vent dans le département du Cher, avec plusieurs changements de direction, notamment dans les 25 derniers kilomètres avant l'arrivée à Saint-Amand-Montrond. La dernière fois que le Tour avait fait étape à Saint-Amand, le vent avait parfaitement joué le rôle escompté. En 2013, le peloton s'était en effet scindé en différents échelons. Les bordures avaient provoqué des écarts et un formidable spectacle. Mark Cavendish avait triomphé d'un petit groupe d'échappés devant le maillot vert, Peter Sagan.
Nous serons dans la station thermale d'Évaux-les-Bains au départ de la 11e étape pour des retrouvailles, là encore, mais avec la Creuse cette fois. Le département espérait notre retour depuis 20 ans. Ce sera une sacrée étape, on peut le dire sans risque de se tromper. Cela montera et descendra toute la journée, les routes seront sinueuses. Le nombre d'ascensions répertoriées, une demi-douzaine, ne donne qu'une idée très imparfaite des difficultés proposées. Les coureurs trouveront les pentes les plus sévères dans les 50 derniers kilomètres, d'abord en montant vers Néronne, puis vers le Puy-Marie, au pas de Pérol, et enfin dans le col de Pertus. L'arrivée sera jugée dans la station du Lioran après 211 km et 4350 mètres de dénivelé positif. En 2016, c'est un futur champion olympique qui s'était imposé, quelques semaines avant son titre, Greg Van Avermaet en l'occurrence. Le Belge avait fait coup double, victoire d'étape et maillot. Au pied des monts du Cantal, nous repartirons de la préfecture du département, Aurillac, capitale historique de l'industrie du parapluie. Des parapluies, justement, utilisés il y a quelques années pour relayer le message de la sécurité routière. La route se partage. Quand je double un cycliste, je m'écarte. Un message toujours ô combien d'actualité. Le Tour était arrivé 2 fois, quasiment coup sur coup, à la fin du siècle dernier, à Villeneuve-sur-Lot. Et puis plus rien, le Jamais 2 103 sera pour le 11 juillet prochain. Le lendemain, nous remonterons aux origines d'un mythe, celui du pédaleur de char, né après la victoire en solitaire du Suisse Hugo Koblet à Agen. Chronomètre au bras et peigne dans la poche pour se recoiffer, Koblet se distinguait par son élégance. Hugo, c'était la classe. Au départ de la préfecture du Lot-et-Garonne, le peloton empruntera de belles routes en balcon. Nous traverserons le département du Gers avant d'arriver dans les Pyrénées-Atlantiques. La 13e étape du Tour devrait offrir une nouvelle occasion aux sprinteurs, mais le peloton pourrait perdre des unités dans les côtes de la fin de parcours avant d'atteindre Pau, où tous les types de coureurs ont pu triompher, grimpeurs, rouleurs, baroudeurs, et désormais plus souvent sprinteurs comme en 2018. Les Français s'étaient offert un très rare doublé dans ce type d'arrivée massive avec Arnaud Desmar vainqueur devant Christophe Laporte qui a reçu hier des mains de Bernard Hinault le vélo d'or du meilleur coureur français pour 2023. C'était le premier doublé français au sprint, 40 ans. À Pau, les géants du cyclisme ont laissé leur empreinte dans un musée à ciel ouvert au cœur de la ville. La capitale du Béarn, cité royale naquit Henri IV, dévoile à l'horizon le terrain de prédilection des grimpeurs. Triptyque sélectif au menu dans les Hautes-Pyrénées pour la 14e étape. Dans l'ordre, l'emblématique Tourmalet, puis une ascension que la route d'Occitanie nous avait fait découvrir il y a quelques années, la si jolie Bourquette dans 6 ans. Enfin, la dernière montée qui sera décisive pour atteindre le Plat d'Adet sur la commune de Saint-Lary-Soulan. Dénivelé positif 3900 mètres jusqu'au Plat d'Adet, là où Raymond Poulidor avait signé 50 ans plus tôt sa dernière victoire d'étape sur le Tour. D'une vallée à l'autre, Loudanvielle, qui a déjà vécu un 14 juillet sur le Tour, mais jamais encore un départ. Menu de fête avec paye ressource d'entrée pour cette 15e étape. Menu de fête pour les grimpeurs, mais journée sans doute indigeste pour les autres, d'autant qu'arrivera très vite un enchaînement col de Manté, et par son versant le plus raide, le porté d'aspect soit d'abord plus de 9 km à 9%, puis 4 km après de 10%. Après cette entame soutenue, les coureurs auront la possibilité de souffler un peu. Ils pourront profiter d'un retour dans la plaine avant de repartir à l'assaut du très abrupt col d'Agne sur les routes ariégeoises. Il leur faudra ensuite plonger dans la vallée, effectuer une jolie traversée du magnifique Couserans, jusqu'au pied de l'ascension finale, près de 16 km à 8% de moyenne pour atteindre le plateau de Beille. Avec 4850 mètres, le dénivelé du jour sera le plus important du Tour, le plateau de Beille que nous n'avions plus fréquenté depuis bientôt 10 ans. Nous passerons la seconde journée de repos entre Lagune et Garrigues, au cœur de Gruissant. Dans le vieux village de pêcheurs, les ruelles s'enroulent autour de la tour Barberousse, le dernier vestige de l'ancienne forteresse. Gruissant découvrira le Tour 7 ans après avoir accueilli la Vuelta.
Nous irons du département de l'Aude jusqu'au département du Gard. Les sprinteurs feront tout pour garder en ligne de mire la victoire et les échapper, mais en toute fin d'étape, le Mistral pourrait chambouler bien des plans avant l'arrivée à Nîmes. Nîmes, la romaine, au patrimoine antique exceptionnel, théâtre d'un super grand départ du Tour d'Espagne en 2017. Pour une première étape à l'époque qui reliait Nîmes à Gruissant, ce sera cette fois-ci l'inverse, Gruissant-Nîmes. Et si une arrivée massive reste probable, c'est bien un homme seul, l'Allemand Nils Politt, qui avait remporté l'étape détaché lors de notre dernier passage en 2021. À ce rythme, il faudra bientôt considérer Saint-Paul-Trois-Châteaux comme un classique du Tour. La commune de la Drôme nous accueillera en effet pour un 5e départ en une douzaine d'années seulement. Nous filerons vers l'est, direction les Hautes-Alpes. Il n'y aura pas d'obstacle majeur pendant les 3/4 de l'étape, mais les 40 derniers kilomètres seront nettement plus corsés. Dans l'ordre, le col Bayard, le très redoutable col du Noyer et la montée finale, plus douce quant à elle, jusqu'à Super Dévolu. Dénivelé du jour, 2900 mètres. Jeudi 18 juillet, de Gap jumelé avec la ville italienne de Pinerolo. Nous jouerons les petits poussets en revenant sur nos pas. Nous ferons une incursion en Isère, au barrage du Sautet. Les routes seront idéales pour les baroudeurs, propices à une course d'usure, et les points de vue magnifiques sur le lac de Serponçon. Nous redescendrons sur Savines-le-Lac, nous emprunterons le pont. Dans la vallée de Lubaï, dans les Alpes de Haute-Provence, nous retrouverons une grande route. Les tout derniers kilomètres sont en toboggan avant l'arrivée à Barcelonnette, où Bernard Thévenet avait pour la première fois porté en course le maillot jaune. À 48 heures de l'arrivée finale, à Embrun, perché sur son roc, suiveurs et spectateurs pourront profiter d'une douce quiétude. Pour les coureurs, ce sera une toute autre musique. Ils devront se hisser à 3 reprises au-dessus de 2000 mètres, avec d'abord en hors-d'œuvre une montée de 19 km, le col de Vars. 19 km, soit 4 de moins que l'ascension suivante. Impossible de monter plus haut en France par la route. Voici la cime de la Bonnette, à 2802 mètres, dans le parc national du Mercantour. La Bonnette franchie, les coureurs dévaleront vers la vallée de la Tinée. Dans les Alpes-Maritimes, nous avons bien sûr une pensée pour les habitants qui ont encore souffert des intempéries ces derniers jours. Les coureurs se dirigeront vers le col de la Lombarde. Il leur faudra ensuite encore monter 16 km pour atteindre Isola 2000, la station du triple champion du monde et médaillé olympique Mathieu Fèvre. Dénivelé total de l'étape 4600 mètres en 145 km. Isola, c'est la station avec vue sur la côte d'Azur, et ça tombe bien, nous serons le lendemain à Nice, la très fidèle, c'est la devise de la ville. Les difficultés s'enchaîneront dès le départ, avec d'abord le col de Brosse, dont les lacets méritaient bien de revoir passer les coureurs du Tour. C'était en effet un classique au début du siècle dernier, totalement tombé en désuétude depuis plus de 60 ans. Les coureurs enchaîneront par une montée interminable, plus de 20 km pour atteindre par son versant est ce col de légende du rallye Monte-Carlo, le Turini. Dans cette étape au format dynamique de 133 km, il faudra ensuite gravir la Colmiane. Les habitués de Paris-Nice évolueront sur un terrain familier jusqu'au bout. Le terme de l'étape, la Couilleule, était l'arrivée finale de la course au soleil en 2017 et encore au printemps dernier. Dénivelé de plus de 4400 mètres pour la dernière étape en ligne. Et si rien n'était joué à Monaco, au départ de la dernière étape, c'est le vœu que nous formulons avec le prince Albert II. La rampe de lancement du chrono sera installée devant l'Automobile Club, sur la grille de départ du Grand Prix de Formule 1, comme en 2009, lors du grand départ de la Principauté, où se trouve le siège d'une très belle organisation, Peace and Sport, la paix par le sport. Les coureurs effectueront un aller-retour avenue de la Princesse Grasse avant de prendre de la hauteur. Le dénivelé positif de ce dernier rendez-vous est de près de 700 mètres et après avoir atteint la Turbie, alors que les points de vue seront sublimes sur la Méditerranée, il faudra encore monter jusqu'au col d'Aise. Les temps de passage nous donneront de précieuses indications. Vivrons-nous un grand renversement, comme cela s'est produit à plusieurs reprises le dernier week-end du Tour? Cela aurait de l'allure, assurément, pour fêter les 90 ans du contre-la-montre.
Nous basculer dans la folie, alors que les derniers coureurs entreront dans Nice. Ils arriveront par le port, puis par la promenade des Anglais, le long de la mer pour les Niçois en sens inverse de la circulation habituelle. Ils feront ensuite demi-tour devant le centre universitaire méditerranéen, puis vireront un peu plus loin à gauche pour déboucher place Masséna, l'un des joyaux de la ville. À l'arrivée du dernier coureur, le suspense sera pris fin et nous connaîtrons le vainqueur de la 111e édition du Tour de France. De Florence à Nice, le Tour 2024 comprendra 21 étapes d'un parcours de 3492 km, tracé dans 4 États, l'Italie, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la France. 7 régions et 30 départements seront traversés. Le Tour comptera 4 arrivées au sommet, 27 cols répertoriés en deuxième catégorie, première ou hors catégorie, soit 3 de moins qu'en juillet dernier, mais il y aura 25 km au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Il y aura 8 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 7 étapes de montagne, 2 contre la montre individuelle. 12 villes ou 6 étapes seront inédites. Les bonifications des points bonus seront distribués à 4 reprises, le 2e jour, le 4e jour, à la 11e étape et à la 17e. Le Tour, ce sont des maillots et des classements. Maillot jaune, d'abord, symbole du Tour de France, qui est parrainé par LCL depuis 1987. Un maillot si emblématique qu'il peut changer une vie. Je vous propose de revoir quelques images des championnes et des champions qui l'ont porté et de découvrir le nouveau trophée du Tour pour les femmes et pour les hommes dont Jean-Étienne Amaury vous parlait tout à l'heure, qui a été créé notamment à l'occasion du renouvellement de notre partenariat avec LCL jusqu'en 2028. Du Tour, qui est l'apanage de Skoda depuis 2015, c'est Jasper Philipsen, qui en est le dernier lauréat avec au passage 4 victoires d'étape. Le maillot à pois rouge est celui du meilleur grimpeur et Giulio Ciccone aura certainement à cœur de s'illustrer à nouveau l'an prochain dans cette édition qui part de son pays. Le maillot à pois est parrainé par Leclerc depuis 2019. Le maillot blanc du meilleur jeune est parrainé par Chris depuis 2015. Tadej Pogačar a établi un nouveau record avec 4 victoires d'affilée. Il y aura forcément un autre lauréat l'an prochain puisque le Slovène va dépasser la limite d'âge dans cette catégorie. Continental accompagnera en 2024 la victoire d'étape pour la 6e année consécutive. Le département des Hauts-de-Seine sera à nouveau le partenaire du classement par équipe, 92. Et le prix de la combativité sera parrainé par Century 21. C'est le Belge Victor Kampenaerts qui a été désigné super combatif cet été. J'en profite pour saluer tous nos partenaires qui viennent de nous rejoindre, qui nous soient fidèles depuis longtemps, qu'ils soient sponsors, médias, collectivités, services de l'État. N'hésitez pas à les applaudir, n'hésitez pas à vous applaudir.